La musique filtrait à travers les baies vitrées, une mélodie de jazz douce et impersonnelle, conçue pour ne déranger personne. Dehors, Paris scintillait, un tapis de diamants jeté sous un ciel d'encre. Théo Dufresne se tenait légèrement en retrait de la foule qui animait le toit terrasse le plus exclusif de l'avenue Montaigne. À 35 ans, il était le maître de cet univers, PDG de Dufresne & Co, où il avait hérité d'un empire immobilier et l'avait transformé en une forteresse de luxe et de pouvoir. Pourtant, en observant les sourires calibrés et les regards prédateurs qui se tournaient vers lui, il se sentait moins comme un roi dans son château que comme un animal rare dans une cage dorée. Un verre de whisky à la main, l'ambre du liquide contrastant avec la froideur de ses yeux bleus, il analysait la scène avec la même distance calculée qu'il appliquait à ses acquisitions foncières. Chaque conversation était une transaction, chaque compliment un investissement. Et les femmes étaient les plus redoutables stratèges. Elles gravitaient autour de lui, parées de robes haute couture et de bijoux étincelants, leurs parfums capiteux se mêlant dans l'air nocturne. Il voyait au-delà de leur beauté sculptée. Il voyait l'avidité dans le scintillement de leurs yeux, la faim de statue derrière leurs paroles mielleuses. « Encore une soirée mémorable, n'est-ce pas ?» lança Antoine, son directeur des opérations et l'un des rares hommes qu'il considérait comme un ami. Théo ne quitta pas la foule des yeux. Mémorable pour qui? Pour Amandine de Courcy qui vient de décrocher une promesse de financement pour sa galerie d'art. Ou pour la fille du baron qui pense avoir capté mon attention pendant plus de 30 secondes. Antoine esquissa un sourire en coin, habitué au cynisme de son patron. « Tu es trop dur, Théo. Elles ne sont pas toutes comme ça. » « Non, c'est vrai, » concéda Théo en prenant une gorgée. Le whisky lui brûla la gorge, une sensation nette et honnête au milieu de tant d'artifices. Certaines veulent aussi un siège au conseil d'administration. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur une silhouette blonde qui lui adressait un clin d'œil appuyé. Il ne se souvenait même pas de son nom. Il y avait eu des liaisons brèves et superficielles, des arrangements tacites où la compagnie était échangée contre un nom sur la liste des invités ou une photo dans la presse mondaine. Chaque expérience l'avait laissé un peu plus vide, un peu plus convaincu que l'affection véritable était une monnaie qu'il ne pourrait jamais s'offrir, ou pire, qu'elle n'existait tout simplement pas dans son monde. La solitude était le prix à payer pour l'empire qu'il dirigeait, une tour d'ivoire au sommet de Paris, avec une vue imprenable mais des murs infranchissables. Fatigué de jouer son rôle, il se tourna vers Antoine. « Je pars. Assure-toi que nos investisseurs suisses repartent avec le contrat signé et un excellent souvenir de la capitale. » Sans un regard en arrière, il traversa la foule, ignorant les appels étouffés et les regards déçus. L'ascenseur privé le ramena à la réalité silencieuse de son bureau au dernier étage. La tour Eiffel scintillait de l'autre côté de la vitre panoramique, mais ce soir, sa magie ne l'atteignait pas. Il n'était qu'un monument froid et distant, admiré de loin, mais jamais touché. À des kilomètres de là, de l'autre côté de la Seine, dans l'effervescence populaire de Belleville, la lumière d'une petite lampe de bureau dessinait un cercle chaleureux dans un appartement modeste. Élise Moreau, 24 ans, était penchée sur sa planche à dessin, un crayon à la main, la mine effleurant le papier avec une concentration presque religieuse. Des livres d'architecture s'empilaient sur le sol, des esquisses de parcs communautaires et de logements sociaux étaient épinglés au mur. Son univers n'était pas fait de verre et d'acier, mais de briques, de bois et surtout d'humanité. Fille d'une boulangère dont l'odeur de pain chaud imprégnait parfois le palier et d'un technicien de maintenance qui lui avait appris que toute structure, même la plus complexe, reposait sur des fondations solides, Élise avait grandi avec une vision différente du monde. Pour elle, un bâtiment n'était pas un symbole de pouvoir, mais un abri, un lieu de rencontre, un foyer. L'architecture était sa passion, un moyen de servir les gens, pas de les impressionner. Elle repoussa une mèche de cheveux châtains qui tombait sur ses yeux noisettes et relut pour la 10e fois l'email ouvert sur son ordinateur portable. Programme de partenariat universitaire, Dufresne & Co.
Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature pour le stage en conception architecturale a été retenue. Un frisson d'excitation et d'appréhension l'a parcouru. Dufresne & Co. C'était le sommet, le géant inaccessible, dont les projets luxueux faisaient la une des magazines spécialisés. Un monde si éloigné du sien qu'il aurait pu se trouver sur une autre planète. Elle avait postulé sans y croire, poussée par un professeur qui avait vu en elle un talent brut et une perspective unique, et contre toute attente, elle avait été acceptée. Pendant un instant, le doute s'insinua. Qu'allait-elle faire là-bas? Elle, la fille de Belleville, avec ses jeans usés et ses idées sur l'habitat durable, au milieu des costumes sur mesure et des plans de résidence pour milliardaires. Ses camarades de promotion, issus de familles influentes, y seraient comme des poissons dans l'eau. Elle, au contraire, se sentait comme un oiseau des jardins s'apprêtant à entrer dans une volière d'oiseaux exotiques. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre de son petit salon. Au loin, à travers la mosaïque des toits parisiens, elle pouvait deviner les silhouettes des tours du quartier des affaires. L'une d'entre elles, plus haute et plus brillante que les autres, était son futur lieu de travail. Le siège de Dufresne & Co., la tour d'ivoire du roi. Une détermination nouvelle remplaça ses craintes. Ce n'était pas seulement un stage, c'était une chance de voir de l'intérieur comment fonctionnait cet autre monde. Une chance, peut-être infime, d'y apporter sa propre pierre, de suggérer qu'un bâtiment pouvait être à la fois beau et utile, luxueux et humain. Elle ne voulait ni de l'argent ni de la gloire. Elle voulait apprendre. Elle voulait construire. Et peut-être, juste peut-être, prouver que les fondations les plus solides ne sont pas toujours les plus visibles. Avec un soupir résolu, elle retourna à son bureau. Le lendemain serait son premier jour. Le premier jour où son chemin, tracé avec du crayon sur du papier calque, croiserait celui de Théo Dufresne, gravé dans le marbre et l'acier. Le hall d'entrée de la tour Dufresne était une cathédrale de verre et d'acier, conçue pour inspirer le respect, ou plus précisément, l'intimidation. Élise se sentit rapetissée en franchissant les portes tournantes. Le sol en marbre noir poli reflétait les lumières froides du plafond, créant une illusion d'espace infini. Un silence quasi religieux régnait, seulement brisé par le cliquetis feutré de talons aiguilles et le murmure discret de l'hôtesse d'accueil derrière un monolithe de granit. C'était un monde aseptisé, si différent des rues vibrantes et bruyantes de Belleville. Elle se sentit soudain terriblement consciente de son trench coat passe-partout et de ses chaussures plates, simples et fonctionnelles. Elle se présenta au bureau d'accueil, la voix légèrement hésitante. Après une vérification rapide et la remise d'un badge magnétique qui semblait peser une tonne dans sa main, on l'orienta vers le 42e étage. L'ascenseur, une cabine de verre fumé, s'éleva à une vitesse vertigineuse, dévoilant un Paris de cartes postales qui semblait s'étendre à perte de vue. Pour la première fois, Élise sentit une bouffée d'excitation pure percer son anxiété. C'était donc ça, la vue depuis le sommet. Le 42e étage abritait l'un des départements d'architecture. L'ambiance y était studieuse, l'open space organisé en îlots de travail blancs et minimaliste. Madame Dubois, la directrice des ressources humaines, l'accueillit avec une poignée de main ferme et un sourire professionnel qui n'atteignit pas ses yeux. « Bienvenue chez Dufresne & Co, mademoiselle Moreau. Vous rejoignez l'équipe du projet Azurea. Voici votre poste. » Elle désigna un bureau vide, coincé entre une immense baie vitrée et une cloison recouverte de plans. « Vous partagerez cet espace avec deux autres stagiaires, Chloé de Vérac et Louis Grimaldi. Ils connaissent déjà nos méthodes. » Le nom de Vérac sonna immédiatement comme un nom à particules, celui d'une de ces grandes familles parisiennes. La confirmation ne se fit pas attendre. Chloé, une jeune femme à la chevelure platine et vêtue d'un tailleur-pantalon d'un blanc immaculé, lui jeta un regard à peine curieux avant de se replonger dans un magazine de mode posé à côté de son écran. Louis, en revanche, lui offrit un signe de tête poli mais distant. Il était clair qu'ici, les alliances étaient déjà formées. Votre tâche initiale sera de compiler et vérifier les règlements d'urbanisme pour le terrain d'Annecy, expliqua Madame Dubois
en déposant une pile de dossiers sur son bureau. C'est un travail méticuleux mais essentiel. Monsieur Beaumont, votre superviseur direct, passera vous voir plus tard. Laissée à elle-même, Élise prit une grande inspiration et tenta de faire abstraction de l'environnement. Elle se concentra sur les dossiers. Plans cadastraux, codes de construction, restrictions environnementales. Peu à peu, le monde extérieur s'effaça. C'était son domaine, sa passion. Elle ne se contenta pas de lire les documents. Elle les absorba. Elle imaginait le terrain, visualisait les contraintes, les opportunités. Elle se mit à prendre des notes, à dessiner de petites esquisses dans un carnet, son crayon se déplaçant avec une assurance qui contrastait avec sa timidité initiale. Vers midi, Chloé s'étira gracieusement. « Déjeuner au ciel de Paris, Louis? Mon père y a une table réservée. On pourrait apercevoir Théo, il y va souvent pour ses rendez-vous importants. » Élise tressaillit en entendant le prénom. Théo. Monsieur Dufresne. Même ici, son ombre planait, objet de convoitise et de spéculation. « Pourquoi pas ?» répondit Louis en éteignant son écran. Chloé se tourna vers Élise, un semblant de politesse dans la voix. « Tu... Moreau, c'est ça, tu viens ?» L'invitation sonnait plus comme une formalité que comme une offre sincère. Élise sentit ses joues s'empourprer. « Oh non, merci, j'ai apporté mon déjeuner et je voudrais finir cette section. » Chloé haussa une épaule parfaitement dessinée, comme si la réponse était prévisible. « Comme tu veux. » Élise mangea son sandwich fait maison en parcourant les plans. Elle ne se sentait pas exclue, mais simplement décalée. Leurs aspirations n'étaient pas les siennes. Ils cherchaient la proximité du pouvoir, elle cherchait la substance du projet. En milieu d'après-midi, une vague de silence plus profond que d'habitude déferla sur l'étage. Les conversations chuchotées cessèrent, les claviers se turent. Élise, absorbée par l'analyse d'une servitude de passage complexe, ne leva la tête que lorsque l'ombre d'une silhouette se projeta sur son bureau. Théo Dufresne était là, en personne, plus grand et plus imposant encore que sur les photos des magazines. Il ne regardait personne en particulier, son regard bleu acier balayant l'open space avec une intensité froide et évaluatrice. Antoine, son directeur, marchait à ses côtés. Chaque employé semblait retenir sa respiration, espérant être remarqué ou, au contraire, devenir invisible. Élise sentit son cœur battre la chamade. Elle baissa instinctivement les yeux vers ses plans, comme une écolière prise en faute. Mais il était trop tard. Son regard avait croisé le sien pendant une fraction de seconde. Il s'arrêta. Ses pas résonnèrent sur le sol impeccable alors qu'il s'approchait de l'îlot des stagiaires. Chloé se redressa, son sourire se fit éclatant. Louis semblait pétrifié. Théo ignora les deux autres. Son attention était fixée sur le carnet d'Élise, ouvert à côté des dossiers officiels. Une de ses esquisses y était visible, une alternative à l'implantation d'un des bâtiments principaux pensés pour préserver un groupe de vieux chênes mentionné dans un rapport environnemental qu'elle avait trouvé. « Le projet Azuréa », dit-il, sa voix grave et dénuée de toute chaleur. Ce n'était pas une question. « Vous êtes nouvelle. »« Élise Moreau, monsieur. C'est mon premier jour. » Son regard se posa sur son esquisse. Un silence s'étira, lourd et pesant. Élise sentit le regard de tout l'étage sur elle. On ne paie pas les stagiaires pour qu'ils redessinent des projets à 50 millions d'euros, mademoiselle Moreau. On les paie pour qu'ils vérifient des documents. Le ton était tranchant, humiliant. Les joues d'Élise prirent feu. Elle aurait voulu disparaître sous son bureau. Chloé esquissa un sourire narquois. Élise déglutit, mais au lieu de s'excuser platement, une impulsion inattendue la poussa à se défendre. Je vérifiais justement l'annexe environnementale, monsieur. Le rapport souligne l'importance de ces arbres pour l'écosystème local. Mon esquisse était juste un exercice, pour voir si une intégration était structurellement possible. Il la dévisagea un long moment, son expression indéchiffrable. Il semblait chercher une faille, un signe d'insubordination ou de prétention. Mais il ne vit qu'une jeune femme aux yeux noisettes, intimidée mais sincère, qui croyait manifestement à ce qu'elle disait. Il ne répondit rien. Il se contenta d'un léger hochement de tête, presque imperceptible, avant de se détourner et de poursuivre son chemin, laissant derrière lui un sillage de tension.
Le soir, en rentrant dans son appartement de Belleville, l'odeur du pain au levain de la boulangerie de sa mère au rez-de-chaussée l'enveloppa comme un câlin réconfortant. Elle se laissa tomber sur son canapé, épuisée. La journée avait été une montagne russe émotionnelle. Elle s'était sentie à la fois insignifiante et exposée, incompétente, et pour une brève seconde, audacieuse. La froideur de ce monde la heurtait, mais la complexité des projets l'excitait. Au sommet de sa tour, Théo regardait à nouveau Paris. Il aurait dû oublier l'incident. Une stagiaire, une parmi tant d'autres. Pourtant, la scène lui revenait en tête. Ce n'était pas son audace qui l'avait marqué, ni même son idée. C'était autre chose. Dans un open space rempli de gens qui s'efforçaient de lui plaire, elle avait été la seule à se soucier de l'essentiel, le projet lui-même. Elle n'avait pas défendu sa personne, mais son travail. Cette authenticité brute était une anomalie dans son univers parfaitement orchestré. Une anomalie venue de Belleville. Et pour une raison qu'il ne comprenait pas, cette anomalie l'agaçait autant qu'elle l'intriguait. Les jours suivants, Élise adopta une stratégie de survie, la discrétion. Elle arrivait la première, partait la dernière, la tête plongée dans ses dossiers, s'efforçant de devenir une partie du mobilier de bureau. L'humiliation de sa première rencontre avec Théo Dufresne lui avait servi de leçon. Cet univers avait ses propres codes, et elle devait apprendre à les déchiffrer avant de pouvoir espérer y trouver sa place. Ses échanges avec Chloé et Louis restaient superficiels, limités à des questions techniques sur le projet. Elle avait renoncé à chercher leur approbation, se contentant de faire son travail avec une diligence qui confinait à l'obsession. Elle ne redessina plus dans son carnet, du moins pas au bureau. Le soir, dans le refuge de son appartement, elle laissait libre cours à sa créativité. Le projet Azuréa l'habitait. Plus elle étudiait les plans, plus un sentiment de malaise grandissait en elle. Techniquement, le projet était irréprochable. Des villas luxueuses, des vues imprenables sur le lac d'Annecy, des matériaux nobles. C'était un chef-d'œuvre d'esthétique moderne, mais il lui semblait dépourvu d'âme. Les bâtiments tournèrent le dos au village voisin, séparés par un mur d'enceinte et un système de sécurité dernier cri. Les espaces communs étaient conçus pour l'apparat. Grandes salles de réception, piscines à débordement privés, mais il n'y avait aucun lieu de rencontre informel. Pas de square, pas de jardin partagé. C'était un écrin magnifique, mais un écrin vide, pensé pour des habitants qui se croiseraient sans jamais se voir. Une semaine plus tard, M. Beaumont, son superviseur, lui confia une nouvelle tâche. L'équipe principale avait besoin d'une maquette 3D détaillée de l'une des villas témoins. Le logiciel utilisé par Dufresne & Co. était à la pointe de la technologie, bien plus avancé que ceux auxquels elle avait accès à l'université. « Vous avez une formation là-dessus, Moreau ?» demanda Beaumont. Un homme affairé et légèrement dépassé, sans lever les yeux de sa tablette. « Théorique, monsieur, mais j'apprends très vite. » Il hésita. « Normalement, c'est Louis qui s'en charge, mais il est surchargé. Bon, essayez. Le rendu doit être parfait. Pas de place pour l'amateurisme. » C'était sa chance. Une occasion de prouver sa valeur, non pas par des paroles, mais par des compétences. Élise se plongea dans le travail avec une ardeur nouvelle. Elle passa des heures à regarder des tutoriels en ligne, à tester chaque fonctionnalité du logiciel. Ses premières tentatives furent maladroites, mais elle persévéra, restant tard dans la soirée, le bureau désert éclairé uniquement par la lueur de son écran et les lumières lointaines de la ville. Théo, lui, continuait ses journées de PDG, enchaînant les réunions avec des investisseurs, des avocats, des urbanistes. Il repoussait les tentatives de séduction, naviguait dans les jeux de pouvoir du conseil d'administration et gérait son empire avec une efficacité redoutable. Pourtant, parfois, au milieu d'une négociation ou en signant une pile de contrats, l'image de la stagiaire revenait le hanter. Sa détermination silencieuse, la façon dont elle avait défendu ses idées sur les arbres, non pas par arrogance, mais par conviction. Il s'agaçait de cette pensée parasite. Elle n'était qu'une employée temporaire, insignifiante à l'échelle de l'entreprise. Un soir, retardé par une conférence téléphonique avec des partenaires à Tokyo, il quitta son bureau vers 22 heures.
L'étage de la direction était plongé dans la pénombre, à l'exception du halo lumineux de l'ascenseur. En descendant, il décida impulsivement de s'arrêter au 42e étage. Il voulait récupérer un dossier oublié par Beaumont. Il sortit de l'ascenseur et fut surpris de voir une lumière au fond de l'open space. Une seule. Curieux, il s'approcha sans bruit. C'était elle, Élise Moreau. Penchée sur son écran, le visage concentré, elle était si absorbée qu'elle ne l'entendit pas arriver. Elle ne portait plus son blazer de la journée, mais un simple pull en laine, ses cheveux relevés en un chignon désordonné. Pour la première fois, il la vit non pas comme une employée, mais comme une personne. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Sur l'écran, la maquette 3D de la villa était presque achevée, et elle était bien plus que parfaite. Élise n'avait pas seulement modélisé la structure, elle l'avait animée. Le soleil virtuel projetait des ombres mouvantes à travers les baies vitrées, révélant la texture du bois sur le parquet, le grain du marbre dans la salle de bain. Elle avait ajouté de petits détails humains, un livre posé sur un fauteuil, une tasse de thé fumante sur un comptoir de cuisine, des plantes vertes dont les feuilles semblaient frémir. Elle avait insufflé de la vie dans ce qui n'était qu'un plan. « Vous travaillez tard, mademoiselle Moreau, » dit-il soudainement. Elle sursauta violemment, son cœur manquant un battement. Elle se retourna les yeux écarquillés et se leva à moitié de sa chaise par réflexe. « Monsieur Dufresne, je finissais la modélisation. » Sa voix était empreinte de panique, comme si elle s'attendait à une nouvelle réprimande. Il ne la rassura pas tout de suite, se contentant d'observer l'écran. « Vous y avez ajouté des éléments qui ne figurent pas sur les plans, » constata-t-il, le ton neutre. Élise déglutit. « Je sais, monsieur, je suis désolé. C'est juste que pour rendre un espace crédible, pour comprendre comment la lumière y circule, comment on s'y sent, j'ai besoin de l'imaginer habité. Je comptais supprimer tous ces détails avant de soumettre le rendu final, bien sûr. » Il resta silencieux. Elle avait articulé une pensée qu'il avait lui-même effleurée sans qu'il ne puisse la formuler. Ses projets manquaient de vie. Ces architectes créaient des monuments, des sculptures habitables, mais oubliaient souvent qu'au final, des gens devaient y vivre, aimer, rêver. « Montrez-moi » ordonna-t-il, plus doucement qu'il ne l'aurait voulu. Hésitante, Élise reprit sa place et commença à faire visiter la villa virtuelle. D'une main légèrement tremblante, elle navigua à travers les pièces, expliquant ses choix non pas avec le jargon technique d'une architecte, mais avec les mots d'une personne qui pense à l'humain. Ainsi, j'ai imaginé que la lumière du matin serait parfaite pour un coin lecture. Et cette baie vitrée, elle cadre la vue sur la montagne comme un tableau vivant, pas seulement comme une ouverture. Le patio est protégé des vents dominants. Il pourrait devenir un vrai lieu de vie, même à la mi-saison. Théo ne disait rien, mais il écoutait. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne lui parlait pas de retour sur investissement, de mètres carrés vendables ou de prestige de la marque. Quelqu'un lui parlait de coin lecture et de tableaux vivants. C'était désarmant de simplicité et en même temps incroyablement perspicace. Cette jeune femme, avec ses vêtements modestes et sa timidité, comprenait l'essence de l'architecture mieux que la plupart de ses collaborateurs chevronnés. Quand elle eut terminé, le silence s'installa à nouveau. Élise n'osait plus le regarder. « Le rendu est excellent », finit-il par dire. « Ajoutez-y une version avec le mobilier et les textures que vous avez créées. Je veux que l'équipe de conception voie les deux. » Puis, sans un autre mot, il tourna les talons et s'éloigna, la laissant seule, le cœur battant à tout rompre, dans le silence de la tour endormie. En regagnant son propre bureau, Théo se sentit étrangement troublé. Il avait construit un empire en gardant ses distances, en analysant tout avec une logique froide. Mais cette conversation, elle avait touché autre chose. Il avait entrevu la passion brute, l'intelligence sensible qui animait cette jeune stagiaire. Elle n'essayait pas de l'impressionner, elle partageait simplement sa vision, et cette vision, si différente de la sienne, était venue ébranler, l'espace d'un instant, les fondations de sa propre solitude. La double version de la maquette d'Élise, présentée anonymement par M. Beaumont lors de la réunion de projet, eut l'effet d'une petite bombe. La version officielle, froide et technique, fut approuvée avec des hochements de tête polis. Mais la seconde,
celle habitée et texturée d'Élise, provoqua un débat animé. Les plus jeunes architectes y virent une source d'inspiration, un rappel de l'importance de l'expérience utilisateur. Les plus anciens, attachés aux traditions de la firme, y virent une fantaisie superflue. Théo, qui présidait la réunion depuis son siège au bout de l'immense table en acajou, écouta les arguments des uns et des autres sans intervenir. Il observait. Il voyait bien que Chloé et Louis, présents en tant qu'observateurs, jetaient des regards perplexes en direction d'Élise, qui se tenait discrètement près du mur, son carnet à la main. Ils ne comprenaient pas comment un simple travail de stagiaire pouvait susciter autant d'attention. Pour eux, l'architecture était une question de lignes et de budget, pas d'émotion. Cette approche humaine est intéressante, Théo, finit par concéder le directeur artistique, un homme au goût impeccable mais à l'imagination limitée, mais elle risque de nous détourner de l'essentiel, notre marque de fabrique. Le luxe, c'est l'épure, la perfection des matériaux. Pas ces fioritures sentimentales. Le mot « sentimental » flotta dans l'air, chargé d'un léger mépris. Élise sentit son estomac se nouer. Elle avait peut-être fait une erreur en se dévoilant ainsi. C'est alors que Théo prit la parole, sa voix coupant court au murmure. « L'essentiel, Marc, c'est de vendre ces villas. Et on ne vend plus seulement des mètres carrés. On vend un rêve, une projection de vie. Cette seconde version, bien que non sollicitée, a le mérite de rendre ce rêve tangible. Intégrez certains de ces éléments dans la présentation client finale. Et Beaumont, ajouta-t-il sans se tourner vers lui, félicitez votre stagiaire. C'est du bon travail. Un silence surpris parcourut la salle. Théo Dufresne ne distribuait jamais de compliments. Une tape dans le dos de la part du PDG équivalait, dans la culture d'entreprise, à une promotion. Élise sentit le rouge lui monter aux joues, un mélange de fierté et de gêne intense. Elle croisa le regard de Chloé, qui la fusillait des yeux, son expression un mélange d'incrédulité et de jalousie pure. La petite anomalie de Belleville commençait à prendre trop de place. Durant les semaines qui suivirent, l'atmosphère autour d'Élise changea subtilement. Monsieur Beaumont lui confia des tâches plus complexes, la sollicitant parfois pour son avis sur des détails d'aménagement. Elle ne compilait plus seulement des données, elle participait à sa petite échelle au processus créatif. Cette reconnaissance professionnelle était enivrante, mais elle l'isolait davantage de ses pairs stagiaires. Chloé et Louis l'ignoraient désormais poliment, leur conversation s'arrêtant net dès qu'elle approchait. Ils formaient un front uni, la laissant dans une sorte de no man's land social. Un midi, alors qu'elle s'apprêtait à manger seule à son bureau, Élise se rendit compte qu'elle avait oublié son carnet d'esquisses dans la salle de documentation, au sous-sol. C'était son jardin secret, rempli d'idées et d'observations. Anxieuse à l'idée de le perdre, elle descendit le récupérer. La salle des archives était un labyrinthe d'étagères métalliques croulant sous les rouleaux de plans et les boîtes de dossiers. C'était un lieu un peu hors du temps, où l'odeur du vieux papier remplaçait celle, aseptisée, des étages supérieurs. Alors qu'elle fouillait dans ses affaires, la porte s'ouvrit et Théo entra. Elle se figea. Il semblait aussi surpris de la voir là qu'elle. « Monsieur Dufresne, je cherchais mon carnet. » Il ne répondit pas tout de suite, se dirigeant vers un casier au fond de la pièce. Il en sortit un grand carton à dessin poussiéreux. Un silence maladroit s'installa entre eux, amplifié par l'acoustique feutrée de la pièce. Dehors, une averse soudaine se mit à tambouriner contre les soupiraux, créant une ambiance étrangement intime. « Vous mangez au bureau aujourd'hui » demanda-t-il, comme pour combler le vide. « Oui, la plupart du temps. »« Moi aussi » admit-il, presque malgré lui. Il tenait le carton comme s'il contenait un trésor fragile. Élise ne put retenir sa curiosité. « Ce sont d'anciens projets ?» Il la regarda, et pour la première fois, elle vit une fissure dans son armure de froideur, un éclair de quelque chose de plus doux, peut-être de la nostalgie. Un seul, le premier, celui que j'ai dessiné avant tout ça. Le geste vague de sa main englobait l'entreprise, la tour, sa vie. Il hésita, puis posa le carton sur une table et l'ouvrit. À l'intérieur, des planches dessinées à la main, avec une précision et une passion évidentes. Ce n'était pas un complexe de luxe, ni une tour de bureau.
C'était le plan d'une bibliothèque municipale, pensée pour un quartier populaire. Les espaces étaient ouverts, lumineux, avec des coins pour les enfants, un jardin intérieur, une toiture végétalisée. C'était un projet vibrant d'humanité. C'était un projet qu'Élise aurait pu dessiner. « C'est magnifique », souffla-t-elle, sincèrement émue. « Pourquoi n'a-t-il jamais été construit ?» Un sourire amer effleura les lèvres de Théo. « Mon père a repris les rênes. Il trouvait que ce n'était pas rentable, pas assez prestigieux. Dufresne & Co ne construit pas pour le peuple, disait-il. On construit pour l'élite. J'ai été réorienté. » Dans cette simple phrase, Élise comprit soudain tout un pan de l'histoire de cet homme. Elle vit le jeune architecte passionné, broyé par les ambitions d'un père tout-puissant. Elle comprit que sa carapace de froideur n'était peut-être pas innée, mais acquise, une protection. « Je pense que votre père avait tort, » dit-elle doucement, son regard fixé sur les plans. « Un bâtiment qui sert aux gens, qui crée du lien. C'est ça, le vrai prestige. Ça dure plus longtemps que les modes. » Il leva les yeux vers elle, surpris par sa franchise. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait critiquer, même indirectement, le grand Henri Dufresne, le fondateur de l'Empire. Il la dévisagea, et ce qu'il vit dans ses yeux noisettes n'était ni de la pitié ni de la flatterie, mais une compréhension sincère, un écho à ses propres rêves enfouis. La sonnerie stridente de son téléphone brisa l'instant. Il se reprit aussitôt, son masque de PDG se remettant en place. « Le conseil m'attend. » Il referma le carton, mais avec plus de soin qu'auparavant. En passant près d'elle pour sortir, il s'arrêta un instant. « N'arrêtez jamais de dessiner dans vos carnets, mademoiselle Moreau. Certains rêves méritent d'être conservés, même s'ils ne sont que sur du papier. » Il partit, la laissant seule avec le bruit de la pluie. Élise resta immobile un long moment. Elle venait de voir l'homme derrière le PDG, et elle commençait à comprendre que les fondations de Théo Dufresne étaient bien plus complexes et fragiles que celles de la tour de verre et d'acier qui portait son nom. Elle n'avait pas seulement trouvé son carnet, elle venait de découvrir un secret. La remarque de Théo dans la salle des archives avait laissé une empreinte indélébile sur Élise. Elle n'était plus simplement une stagiaire accomplissant des tâches. Elle se sentait investie d'une sorte de mission tacite, conserver l'âme des projets, même si personne d'autre ne semblait s'en soucier. Forte de cette nouvelle assurance, elle osa intégrer de subtiles suggestions dans les notes de travail qu'elle préparait pour M. Beaumont. Elle parlait d'orientation des fenêtres pour maximiser la lumière naturelle, de l'utilisation de matériaux locaux pour réduire l'empreinte carbone ou de la création de petits potagers partagés entre les villas. Des idées qui, quelques semaines plus tôt, lui auraient semblé ridicules à proposer dans un projet d'une telle envergure. À sa grande surprise, certaines de ces idées commencèrent à faire leur chemin. M. Beaumont, initialement sceptique, se laissa convaincre par la solidité de ses arguments et commença à les présenter en réunion, en prenant soin de lui, en attribuer le crédit. « Une suggestion de Moreau », disait-il, et les têtes se tournaient brièvement vers elle. Ce n'était pas encore de l'acceptation, mais une forme de curiosité intriguée. Chloé, de son côté, redoubla de sarcasme discret, parlant à voix haute de « l'utopie écolo-sociale » avec Louis, s'assurant qu'Élise puisse l'entendre. Pendant ce temps, Théo observait de loin. Il lisait les comptes rendus de réunion et remarquait la récurrence du nom Moreau associé à des concepts novateurs. Il voyait la résistance des uns et l'intérêt naissant des autres. Cette jeune femme était en train de semer des graines dans le sol aride de son entreprise, et il ne savait pas s'il devait l'encourager ou l'arrêter avant qu'elle ne perturbe trop l'ordre établi. Sa présence le déstabilisait. Elle était un rappel constant du jeune homme qu'il avait été, celui qui dessinait des bibliothèques au lieu de calculer des marges bénéficiaires. Une partie de lui admirait son courage, tandis qu'une autre, celle du PDG pragmatique, la considérait comme une complication. L'occasion de confronter ces sentiments contradictoires se présenta de manière inattendue. Dufresne & Co était le principal mécène d'une grande soirée de gala organisée au musée d'Orsay pour une exposition de jeunes artistes contemporains. C'était un événement mondain incontournable, et Théo était tenu d'y assister.
En signe de bonne volonté et sur une impulsion qu'il ne s'expliqua pas lui-même, il fit savoir au département d'architecture que quelques places supplémentaires étaient disponibles pour les équipes impliquées dans des projets culturels. Par un étrange concours de circonstances, Élise avait aidé sur les plans d'un petit auditorium intégré à un complexe hôtelier. Beaumont la désigna donc pour accompagner Chloé et Louis, qui, eux, y allaient de droit en raison de leur relation familiale. L'idée d'assister à une telle soirée la terrifia. Elle n'avait rien à se mettre. Sa garde-robe était un assortiment de jeans, de pulls et d'une seule robe passe-partout qu'elle mettait pour les mariages. Paniquée, elle passa sa soirée à écumer les friperies du Marais. Elle finit par dénicher une simple robe longue en soie vert émeraude d'une coupe intemporelle qui avait dû appartenir à une femme élégante dans une autre vie. C'était simple, discret, mais la couleur mettait en valeur ses yeux noisettes. Le soir du gala, en arrivant sous la nef spectaculaire du musée transformé en salle de réception, Élise se sentit immédiatement comme un oiseau tombé du nid. Autour d'elle, c'était un défilé de haute couture, un scintillement de diamants et de conversations feutrées. Chloé, vêtue d'une robe de créateur sculpturale et coûteuse, la toisa de la tête aux pieds avec un sourire condescendant. C'est charmant, très vintage. Puis elle et Louis l'abandonnèrent pour rejoindre un cercle d'héritiers et de socialites. Seule au milieu de la foule, Élise se réfugia dans ce qu'elle connaissait le mieux, l'art. Elle se mit à déambuler dans les salles de l'exposition, s'oubliant dans la contemplation des œuvres. Elle était fascinée par une immense installation faite de matériaux de récupération, des poutres de bois usées, des fragments de métal rouillés, des morceaux de verre polis par le temps, assemblés pour former une structure à la fois chaotique et harmonieuse. L'artiste avait réussi à créer de la beauté à partir de l'ordinaire, de la poésie à partir de ce qui avait été jeté. C'est étonnant ce que l'on peut construire avec des choses que les autres ne regardent même pas, n'est-ce pas? La voix grave la fit sursauter. Théo se tenait à côté d'elle, un verre de champagne à la main. Il avait troqué son costume de bureau strict pour un smoking impeccablement coupé qui accentuait sa stature. Il ne regardait pas Élise, mais l'œuvre. Oui, c'est vrai, bégaya-t-elle, intimidée. C'est l'idée que rien n'est sans valeur, que tout a un potentiel. Il suffit de savoir regarder. Son interprétation était si juste, si alignée avec la sienne, qu'il se tourna pour la regarder. Et pour la première fois, il la vit réellement en dehors du contexte professionnel. Dans la lumière tamisée du musée, la simple robe verte prenait une élégance sobre et sa timidité se muait en une sorte de réserve pleine de profondeur. Elle ne ressemblait à aucune des femmes qui peuplaient habituellement ces soirées. Il n'y avait chez elle ni artifice, ni coquetterie calculée. « Vous n'aimez pas ce genre d'événement, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un soupçon de curiosité dans la voix. Élise rougit légèrement. « Je me sens un peu en décalage. C'est magnifique, mais ce n'est pas mon monde. »« Moi non plus, » avoua-t-il à mi-voix, surprenant Élise et probablement lui-même. C'est une extension du bureau, des négociations déguisées en mondanité. Un silence s'installa entre eux, mais il n'était pas pesant. Il était rempli par la présence silencieuse de l'œuvre d'art et par une compréhension mutuelle inattendue. Juste à ce moment, Amandine de Courcy, la galeriste ambitieuse, les aperçut. Telle une panthère, elle s'approcha, sa robe rouge fendant la foule. « Théo, mon cher, je te cherchais partout. » Sa voix était mielleuse, mais ses yeux lançaient des éclairs en direction d'Élise. Elle la balaya d'un regard dédaigneux avant de l'ignorer complètement. « Il faut absolument que je te présente le ministre. Il est fasciné par le projet Azuréa. » Elle passa son bras sous celui de Théo, le tirant doucement, mais fermement, loin d'Élise. Théo lui lança un dernier regard, presque une excuse, avant de se laisser entraîner, son masque de PDG de nouveau en place. « Mademoiselle Moreau, » dit-il simplement, en guise d'au revoir. Élise resta seule, le cœur serré. L'instant de connexion avait été brisé aussi vite qu'il était apparu. Elle venait d'avoir un aperçu clair et brutal des deux mondes de Théo Dufresne, et elle savait pertinemment auquel des deux elle appartenait. Cet échange, aussi bref fut-il, l'avait profondément touché.
Il lui avait révélé non seulement l'homme caché derrière l'Empire, mais aussi sa propre vulnérabilité face à lui. Elle sentait naître en elle quelque chose de nouveau, un sentiment confus et troublant qu'elle n'osait pas encore nommer. C'était un sentiment aussi beau et aussi fragile que cette œuvre d'art faite de débris, et tout aussi dangereux. Le gala avait changé quelque chose d'impalpable dans la dynamique entre Théo et Élise. Au bureau, leurs interactions restaient professionnelles, mais un courant sous-jacent de conscience mutuelle s'était installé. Un regard échangé au détour d'un couloir, une approbation silencieuse de sa part lors d'une réunion où elle présentait une idée. Rien d'explicite, mais assez pour qu'Élise se sente à la fois encouragée et terriblement exposée. Assez aussi pour que l'hostilité de Chloé monte d'un cran, se transformant en une surveillance venimeuse. Le projet Azurea entrait dans sa phase critique. Théo, insatisfait des dernières propositions qu'il jugeait trop conventionnelles, décida d'organiser une visite de terrain de 2 jours à Annecy avec une équipe restreinte. Il voulait que ses architectes s'imprègnent du lieu, qu'ils comprennent le paysage avant de le défigurer avec des constructions sans âme. La liste des participants fut établie avec soin. Le directeur de projet, le chef du design, Antoine, son bras droit, et, à la surprise générale, les 3 stagiaires. Une opportunité de formation exceptionnelle, avait annoncé Beaumont sans regarder Élise, mais elle savait, tout comme Chloé et Louis, que cette décision venait de plus haut. Louis était ravi à l'idée de côtoyer la direction. Chloé y voyait l'occasion parfaite de se mettre en valeur auprès de Théo, loin du cadre formel du bureau. Pour Élise, c'était un mélange d'excitation et de pure angoisse. L'idée de passer 2 jours sous le regard constant de Théo Dufresne et de ses rivaux était intimidante. Le trajet en train se fit dans une atmosphère studieuse. Théo et son équipe de direction occupaient un wagon de première classe, passant en revue les dossiers. Les 3 stagiaires étaient assis un peu plus loin. Élise, comme à son habitude, s'était isolée avec ses plans et ses carnets, ignorant le flot de potins et de spéculations que Chloé murmurait à l'oreille de Louis. Une fois à Annecy, la beauté du site la frappa de plein fouet. Le terrain, une vaste prairie en pente douce, surplombait le lac dont les eaux d'un bleu irréel miroitaient sous le soleil d'automne. Au loin, les sommets alpins se découpèrent sur le ciel. C'était un paysage d'une puissance et d'une sérénité extraordinaires. L'idée d'y implanter un complexe de villas luxueuses, fermé sur lui-même, lui parut plus que jamais une aberration, un sacrilège. Pendant que l'équipe principale arpentait le terrain, en discutant de contraintes techniques et de points de vue optimaux, Théo observa Élise. Contrairement aux autres qui levaient la tête pour admirer le panorama, elle était souvent penchée vers le sol. Elle touchait la terre, examinait les fleurs sauvages, suivait du doigt le tracé d'un ancien muret de pierres sèches qui délimitait une parcelle. Elle ne regardait pas seulement le paysage, elle le lisait. Le soir, ils s'installèrent dans un hôtel de luxe sur les bords du lac. Un dîner formel était prévu au restaurant de l'hôtel. Élise se sentit à nouveau en décalage, assise à une table à la nappe amidonnée, entourée de conversations sur le marché boursier et les dernières acquisitions immobilières. Elle écoutait poliment, mais son esprit était ailleurs, encore sur la colline. Au cours du repas, Théo lança un défi à l'Assemblée. « Je veux que demain matin, chacun de vous me présente une idée. Une seule, l'idée qui, selon vous, pourrait définir l'âme de ce projet. Je ne veux pas de technique, pas de chiffres. Je veux un concept. » Un silence parcourut la table. L'exercice était inhabituel, presque poétique, venant de la part d'un homme réputé pour son pragmatisme. Cette nuit-là, Élise ne dormit presque pas. Assise au balcon de sa chambre, face au lac, assoupie sous un ciel étoilé, elle remplit des pages de son carnet. Les villas, le luxe, le prestige. Tout cela lui semblait secondaire. L'essentiel, c'était le lieu, la connexion entre la terre, l'eau et le ciel. Le projet ne devait pas conquérir le paysage, il devait dialoguer avec lui. Elle dessina, non pas des bâtiments, mais des cheminements, des sentiers qui serpenteraient à travers le site, reliant les maisons non seulement entre elles, mais aussi à un point central, un lieu de rencontre simple, ouvert,
peut-être autour du vieux muret de pierre qu'elle avait remarqué. Un endroit qui inviterait les résidents à sortir, à marcher, à se rencontrer. L'âme du projet ne devait pas être dans les murs, mais dans les espaces entre les murs. Le lendemain matin, la réunion se tint dans une salle avec vue sur le lac. Le chef du design parla d'un concept de transparence, avec des baies vitrées gigantesques. Chloé, préparée, présenta avec assurance une idée de clubhouse ultra exclusif avec spa et conciergerie de luxe, un concept qui visait à flatter l'ego des futurs propriétaires. C'était intelligent, commercial et parfaitement aligné avec l'image de Dufresne & Co. Quand ce fut le tour d'Élise, elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Sa voix trembla légèrement au début. Elle n'avait pas de présentation PowerPoint sophistiquée, juste une page de son carnet qu'elle tenait entre ses mains. « Je pense que l'âme de ce projet ne devrait pas être quelque chose qu'on construit, mais quelque chose qu'on préserve et qu'on révèle, » commença-t-elle. « Je propose de l'appeler le projet des chemins de la rencontre. L'idée est de créer un réseau de sentiers pédestres qui relie chaque maison à un cœur de vie commun, au centre du site. On restaurerait l'ancien muret en pierre pour en faire un banc public, on planterait un verger communautaire, on créerait des raisons pour que les gens sortent de chez eux. L'exclusivité ne serait plus d'être isolé, mais de partager un espace naturel exceptionnel. » Elle leva les yeux. Chloé la regardait avec un mépris non dissimulé, comme si elle venait de suggérer de construire un camp de vacances. D'autres semblaient perplexes. Son idée était si simple, si peu luxueuse dans son essence. Mais Théo ne la regardait pas avec mépris. Son expression était intense, impénétrable. Il se souvenait de la bibliothèque municipale qu'il avait dessinée des années auparavant, un bâtiment conçu pour créer du lien, pour servir les gens. L'idée d'Élise était le prolongement direct de ce rêve oublié. Elle venait de formuler avec ces mots simples ce qu'il ressentait confusément depuis le début. Le projet Azuréa, dans sa forme actuelle, était vide de sens. Il ne dit rien sur le moment. Il remercia tout le monde pour leur contribution et leva la séance. Mais pendant le reste de la journée, alors que l'équipe finalisait les relevés techniques, Élise sentit son regard sur elle plus d'une fois. Ce n'était plus le regard du PDG évaluant une employée. C'était quelque chose de plus personnel, un regard qui semblait dire « Je vous ai entendu ». Alors que le voyage touchait à sa fin, une tension nouvelle s'était installée. Élise avait pris un risque en présentant une vision si radicalement différente. Elle ne savait pas si elle venait de signer son renvoi ou de planter une graine qui pourrait, contre toute attente, changer le cours du projet. Et peut-être celui de l'homme qui en tenait les rênes. Le ciel, qui avait été d'un bleu parfait pendant 2 jours, commença à se couvrir dans l'après-midi. D'épais nuages gris s'amoncelèrent au-dessus des montagnes, roulant lentement vers le lac, dans un silence menaçant. L'équipe, pressée de finir les derniers relevés topographiques avant de reprendre le train pour Paris, ignora les premiers signes de la dégradation du temps. « On a encore 1 heure, ça devrait tenir », lança M. Beaumont, les yeux rivés sur ses instruments. Mais le temps en montagne est capricieux. La brise légère se transforma brusquement en rafales violentes. Les premières gouttes, lourdes et froides, s'écrasèrent sur les dossiers et les visages. En quelques minutes, l'averse se mua en un orage d'une violence inouïe. Le tonnerre gronda, son écho se répercutant contre les parois rocheuses, et des éclairs zébrèrent le ciel assombri. Le terrain en pente devint rapidement une surface boueuse et glissante. Ce fut la débandade. L'équipe se précipita en désordre vers les voitures de location garées en contrebas, tentant de protéger le matériel électronique sous leur veste. Dans la confusion, Élise, qui était restée en retrait pour ranger ses carnets dans son sac à dos, glissa sur une plaque d'argile détrempée. Elle dévala la pente sur plusieurs mètres avant que sa chute ne soit stoppée net par un affleurement rocheux. Un cri de douleur lui échappa. Sa cheville avait tourné violemment sous elle. Antoine fut le premier à la remarquer. « Élise, ça va ?» Elle tenta de se relever, mais une douleur aiguë lui lança dans la jambe, la forçant à se rasseoir. « Ma cheville, je crois que je me la suis tordue. » Le reste de l'équipe s'était déjà regroupé près des voitures. Théo, qui organisait l'évacuation avec son calme habituel,
vit la scène. Sans une hésitation, il remonta la pente glissante à grandes enjambées. Chloé, déjà à l'abri dans un véhicule, le regarda faire avec une expression contrariée. « Laissez, Antoine, je m'en occupe », ordonna Théo en arrivant près d'Élise. Il s'accroupit à ses côtés, ignorant la pluie battante qui ruisselait sur son visage et collait sa chemise à ses épaules. « Montrez-moi ». Son ton n'était plus celui du PDG, mais celui d'une personne prenant une situation d'urgence en main. Gênée, Élise lui montra sa cheville qui commençait déjà à enfler. Il la palpa avec une délicatesse surprenante, ses doigts à la fois fermes et précautionneux. Il n'y a probablement rien de cassé, mais c'est une vilaine entorse. Vous ne pouvez pas marcher avec ça. Avant qu'elle ait pu protester, il passa un bras sous ses genoux et l'autre autour de ses épaules et la souleva de terre. Élise retint son souffle, surprise par la facilité avec laquelle il la portait. Elle se sentit soudain très légère et terriblement consciente de sa proximité. Sa tête se retrouva nichée contre son torse, et elle pouvait sentir les battements réguliers de son cœur sous la chemise trempée. L'odeur de la pluie et un parfum discret et boisé lui parvinrent, un mélange troublant et rassurant à la fois. Elle ferma les yeux un instant, submergée par un tourbillon de sensations contradictoires, la douleur, la gêne et un sentiment de sécurité absolument irrationnel. Théo descendit la pente avec une assurance prudente, la portant comme si elle ne pesait rien. Le silence entre eux était total, seulement couvert par le bruit de la tempête. Arrivé aux voitures, il l'installa délicatement sur le siège passager de son propre véhicule. « Antoine, ramenez les autres à la gare, annulez nos billets de train, nous ne rentrerons pas à Paris ce soir. Trouvez-nous un endroit où loger. N'importe quoi de décent et de disponible vu le temps. »« Bien, Théo. Et vous ?» dit-il en se penchant vers Chloé, qui était dans la même voiture. « Donnez-lui votre écharpe, on va faire une compression. » Chloé obtempéra à contre-cœur, arrachant son foulard en soie de son cou et le tendant à Élise avec une grimace. Tandis qu'Antoine et le reste de l'équipe partaient en direction de la ville, Théo s'occupa de la cheville d'Élise. Il trouva une poche de glace dans la trousse de secours de la voiture et utilisa l'écharpe pour maintenir le tout en place. Ses gestes étaient précis, efficaces, dénués de toute sentimentalité, mais empreint d'une concentration qui toucha profondément Élise. Antoine rappela quelques minutes plus tard. « Tous les hôtels de luxe sont complets à cause d'un séminaire. J'ai trouvé une petite auberge dans un village voisin, le Vieux Tilleul. C'est rustique, mais ils ont des chambres libres pour tout le monde. »« Parfait. Envoyez-moi l'adresse, on vous y retrouve. » Le trajet vers l'auberge se fit sous une pluie battante. Élise, silencieuse, regardait les essuie-glaces balayer furieusement le pare-brise. Elle se sentait mortifiée d'être la cause de tout ce chamboulement. « Je suis vraiment désolée de vous causer tous ces ennuis, monsieur, » murmura-t-elle. « Un accident n'est jamais un ennui, mademoiselle Moreau. C'est un imprévu. On s'adapte, » répondit-il sans la quitter des yeux de la route. « Et arrêtez de m'appeler monsieur. Dans ces circonstances, Théo suffira. » Cette simple phrase fit basculer l'atmosphère dans la voiture. Elle le déshabillait de son statut, le ramenait à n'être qu'un homme au volant d'une voiture, au milieu d'un orage, avec une femme blessée à ses côtés. L'auberge du Vieux Tilleul était tout ce qu'il y a de plus charmant et rustique. Une vieille bâtisse en pierre aux volets colorés, avec une cheminée qui crépitait dans le hall d'entrée. L'aubergiste, une femme chaleureuse et maternelle, les accueillit avec un sourire. Théo aida de nouveau Élise à sortir de la voiture et la soutint jusqu'à l'accueil. Le reste de l'équipe arriva peu après, l'air harassé. Les chambres furent distribuées. À cause de sa cheville, l'aubergiste insista pour donner à Élise une chambre au rez-de-chaussée, plus facile d'accès. Plus tard, tout le monde se retrouva dans la salle commune pour un dîner improvisé. L'ambiance était étrange, presque surréaliste. Sortis de leur environnement hiérarchisé de Paris, vêtus de vêtements de rechange décontractés, les cadres de Dufresne & Co semblaient presque normaux. Autour d'une grande table en bois, ils partagèrent une soupe de légumes fumante et du fromage de la région. Théo, assis en face d'Élise, était différent. Le poids de son empire semblait s'être allégé de ses épaules. Il participait à la conversation, riait même à une plaisanterie d'Antoine. Élise, sa cheville surélevée sur une chaise, l'observait.
La tempête dehors les avait coupés du monde, les avait forcés à une trêve, et dans cette parenthèse inattendue, loin de la tour d'ivoire et des jeux de pouvoir, elle commençait à entrevoir un autre Théo, un homme capable de prendre soin, capable de rire, un homme tout simplement. Et cette découverte la troublait plus encore que la douleur lancinante à sa cheville. Après le dîner, l'atmosphère se détendit encore davantage. La tempête s'était calmée, laissant place à une pluie fine et régulière qui tambourinait doucement contre les fenêtres de l'auberge. L'aubergiste avait ravivé le feu dans l'immense cheminée en pierre de la salle commune et les membres de l'équipe s'y étaient installés, certains lisant, d'autres discutant à voix basse. Le cadre rustique et chaleureux invitait à la quiétude, une rupture bienvenue après le luxe impersonnel de l'hôtel de la veille. Élise était assise dans un fauteuil un peu à l'écart, sa jambe blessée reposant sur un tabouret rembourré. Elle observait les flammes danser, perdue dans ses pensées. Elle se sentait épuisée, physiquement et émotionnellement. La journée avait été un tourbillon d'événements qui l'avaient laissée à la fois vulnérable et étrangement sereine. Chloé et Louis, clairement peu habitués à ce genre de rusticité, montèrent rapidement dans leur chambre, prétextant la fatigue. Les cadres supérieurs, après un dernier verre de génépi offert par la maison, firent de même. Bientôt, il ne resta plus qu'Antoine, Théo et Élise dans la grande salle, bercés par le crépitement du feu et le son de la pluie. Antoine, percevant une tension subtile qu'il ne s'expliquait pas, finit par s'éclipser à son tour, avec un sourire entendu. « Je crois que je vais laisser les jeunes veiller. Bonne nuit à vous deux. » Le silence qui suivit son départ n'était pas gênant. C'était un silence confortable, plein de non-dits. Théo se leva de son fauteuil, se servit un verre d'eau et s'approcha du feu, tournant le dos à Élise pendant un instant. Elle le regarda, la silhouette sombre, se découpant sur le fond orangé des flammes. « Votre cheville vous fait moins souffrir ?» demanda-t-il, sans se retourner. « Oui, la glace a fait du bien. Merci encore. Vraiment. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Ah non !» répondit-elle doucement, mais avec une fermeté qui le fit se tourner vers elle. « Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'aurait pas fait la même chose. » Il la regarda, ses yeux bleus reflétant les lueurs du foyer. L'espace d'un instant, les barrières entre le PDG et la stagiaire, si soigneusement maintenues à Paris, s'effondrèrent complètement. Il n'était plus que deux personnes, coincées par les éléments dans une vieille auberge de montagne. « Vous pensez que je suis un monstre froid et insensible, n'est-ce pas? C'est ce que tout le monde pense. » Sa voix était basse, presque un murmure, teintée d'une lassitude qu'elle ne lui avait jamais entendue. Élise fut décontenancée par sa franchise. « Non, pas un monstre. Je pensais que vous étiez quelqu'un qui a appris à ne rien laisser paraître. C'est différent. » Son intuition était si juste, si précise, qu'il en fut désarmé. Il vint s'asseoir dans le fauteuil en face d'elle, créant une bulle d'intimité autour du feu. Apprendre à ne rien laisser paraître, c'était une condition de survie, confia-t-il, son regard perdu dans les flammes. Mon père ne tolérait pas ce qu'il appelait la faiblesse émotionnelle. Pour lui, un bon leader devait être une forteresse, impénétrable, inébranlable. Il m'a formé pour être son successeur, pas son fils. Chaque passion, chaque rêve qui ne servait pas l'entreprise était considéré comme une distraction dangereuse. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots, ou peut-être ses souvenirs. Vous avez vu les plans de ma bibliothèque. C'était ma dernière tentative de rébellion. J'y avais mis tout ce en quoi je croyais, l'architecture comme un service public, un outil de lien social. Il a ri quand il les a vus. Il a dit que j'avais une âme de poète, et que les poètes ne construisent pas d'empire. Ils finissent fauchés et oubliés. Le cynisme dans sa voix était teinté d'une vieille douleur, encore vive. Élise l'écoutait avec une attention intense. Elle ne le voyait plus comme une figure d'autorité distante, mais comme un homme dont les rêves avaient été étouffés. Un poète qui construit, c'est peut-être ce dont le monde a le plus besoin, dit-elle sans réfléchir. Théo leva les yeux vers elle, un éclat de surprise passant dans son regard. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. En général, on attend de moi que je signe des chèques et que je maximise les profits. Les femmes que je rencontre,
Elle ne s'intéresse pas au poète fauché qui sommeille en moi, elle s'intéresse à l'empire que je contrôle. Son amertume était palpable. Élise comprit la profondeur de sa solitude, une solitude bien plus vaste et plus terrible que la sienne. Une solitude de roi sur son trône, entouré de courtisans mais dépourvu d'amis sincères. Peut-être que vous n'avez pas rencontré les bonnes personnes, suggéra-t-elle, rougissant de sa propre audace. Un sourire triste étira ses lèvres. Ou peut-être que je suis devenu exactement ce que l'on attendait de moi, et qu'il n'y a plus de place pour autre chose. J'ai passé des années à construire des murs autour de moi, mademoiselle. Élise. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment on ouvre la porte. Le fait qu'il utilise son prénom pour la première fois la toucha au plus profond. Parfois, ce n'est pas nous qui ouvrons la porte, murmura-t-elle. Parfois, quelqu'un frappe assez fort ou assez doucement pour que la porte s'entr'ouvre d'elle-même. Ils restèrent un long moment en silence, à se regarder. Le monde extérieur, Paris, Dufresne et Co., tout cela avait disparu. Il n'y avait plus que la chaleur du feu, la mélodie de la pluie et la connexion brute, inattendue, entre deux âmes qui venaient de se reconnaître dans leur solitude respective. Théo sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il avait cru mort et enterré depuis longtemps. Une envie de baisser la garde, de se laisser voir tel qu'il était. Avec cette jeune femme si différente des autres, il avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Sa sincérité, son absence totale d'artifice, agissait comme un baume sur de vieilles blessures. Il avait envie de lui dire plus, de lui raconter ses doutes, sa lassitude de ce monde superficiel. Mais la peur, cette vieille compagne, le retint. La vulnérabilité était un territoire inconnu et dangereux. Se levant brusquement, il rompit le charme. Il se fait tard. Vous devriez vous reposer. Votre cheville. Son ton était redevenu plus distant, plus contrôlé. Il était retourné dans sa forteresse. Élise sentit une pointe de déception. Oui, vous avez raison. Bonne nuit, Théo. En prononçant son prénom, elle sentit une chaleur familière monter à ses joues. Bonne nuit, Élise, répondit-il. Il attendit qu'elle ait regagné sa chambre en claudiquant, aidé par une canne prêtée par l'aubergiste, avant de s'autoriser à s'asseoir à nouveau. Il resta seul devant les braises mourantes, profondément troublé. La tempête avait cessé dehors, mais à l'intérieur de lui, une autre venait de se lever. Une tempête de sentiments confus et puissants, provoquée par une stagiaire de Belleville qui avait, en l'espace d'une soirée, fait trembler les murs qu'il avait mis toute une vie à construire. Le retour à Paris fut aussi brutal qu'un réveil en sursaut. L'intimité fragile qui s'était tissée dans l'auberge de montagne se dissipa comme un brouillard matinal sous les néons crus des bureaux de Dufresne & Co. La hiérarchie, les codes sociaux, les masques, tout reprit sa place avec une rapidité déconcertante. Théo redevint Monsieur Dufresne, le PDG inaccessible, et Élise, la discrète stagiaire à la cheville bandée. Pourtant, quelque chose avait irréversiblement changé. Quand ils se croisaient, un regard suffisait à rappeler le crépitement du feu et le son de la pluie. Un univers secret existait entre eux, invisible pour les autres, mais vibrant d'une intensité presque palpable. Théo se surprenait à chercher sa silhouette dans l'open space, et Élise sentait son cœur s'accélérer chaque fois qu'il passait près de son bureau. Elle se sentait prise dans un courant qu'elle ne maîtrisait pas, un mélange exaltant d'appréhension et d'espérance. Mais leur secret n'était pas si bien gardé qu'ils le pensaient. Des yeux avaient observé, des oreilles avaient écouté. Chloé de Vérac n'avait pas manqué une miette du comportement de Théo à Annecy. La façon dont il avait porté Élise, sa décision de retenir toute l'équipe pour une simple entorse, l'air sombre qu'il avait arboré au retour. Poussée par une jalousie féroce et la frustration de voir ses propres tentatives de séduction échouer, elle commença à tisser sa toile. Les rumeurs démarrèrent de manière insidieuse, sous forme de questions faussement innocentes, lancées à la machine à café ou pendant la pause déjeuner. C'est étrange, non ? Tout ce remue-ménage pour une stagiaire? Le grand Théo Dufresne qui joue les infirmiers, il doit y avoir quelque chose. Tu as vu comment il la regarde en réunion depuis leur retour? On dirait qu'elle est la seule à exister. Les murmures se propagèrent à la vitesse de l'éclair dans les couloirs de la tour. L'histoire fut embellie,
déformée, transformée. La simple bienveillance de Théo devint une liaison passionnée, l'entorse d'Élise une manœuvre calculée pour attirer son attention. Élise Moreau, la petite stagiaire venue de nulle part, fut rapidement dépeinte comme une arriviste redoutable, une séductrice qui usait de ses charmes pour gravir les échelons. Personne ne cherchait la vérité. L'histoire était trop juteuse, trop parfaite dans cet univers où les alliances et les liaisons faisaient et défaisaient les carrières. Élise sentit le changement d'atmosphère presque immédiatement. Les regards curieux se firent insistants. Les sourires polis se teintèrent d'une ironie malveillante. Ses collègues la traitaient avec une déférence nouvelle et suspecte, ou au contraire, avec un mépris glacial. Monsieur Beaumont, mal à l'aise, évitait désormais de se retrouver seul avec elle. Elle était devenue une paria, une curiosité. La solitude qu'elle avait connue à son arrivée n'était rien comparée à l'isolement empoisonné dans lequel elle se trouvait désormais. Elle tentait d'ignorer les chuchotements, de se concentrer sur son travail, mais les pics l'atteignaient malgré elle. Un jour, en allant chercher une impression, elle entendit Chloé parler à un groupe d'employés dans le couloir. Ah, franchement, il faut lui reconnaître un certain talent. Viser directement le sommet, c'est audacieux. Certaines paient des fortunes pour des robes de créateurs, d'autres misent sur la fausse modestie et la cheville foulée. Une stratégie comme une autre, j'imagine. Le rire général qui suivit fut comme une gifle. Le cœur battant, les larmes aux yeux, Élise fit demi-tour et s'enferma dans les toilettes. Les mots étaient d'une cruauté infinie. Il salissait tout, son travail, sa sincérité, et ce moment de vulnérabilité partagé à Annecy qui était devenu si précieux pour elle. Théo, enfermé au dernier étage de sa tour, n'était pas complètement sourd au bruit qui courait. Antoine, loyal, tenta de l'avertir. « Théo, fais attention, ça jacasse beaucoup dans les étages, à propos de toi et de la petite Moreau. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des ragots d'employés ?» balaya Théo d'un revers de main, plus irrité qu'il ne voulait l'admettre. Il détestait ce côté mesquin de son univers. « Ce ne sont plus seulement des ragots », insista Antoine. Une certaine directrice du marketing, Valérie Lemoine, en a parlé au conseil d'administration, de manière très subtile bien sûr, en s'inquiétant de la promotion interne basée sur des critères non professionnels. Valérie Lemoine. Théo serra les poings. C'était une femme ambitieuse qui lui faisait une cour assidue et sans succès depuis des années. Blessée dans son ego, elle était du genre à user de tous les moyens pour nuire à une rivale, réelle ou supposée. L'affaire prenait une tournure bien plus dangereuse. Il ne s'agissait plus de commérage, mais d'une manœuvre politique qui pouvait non seulement détruire la réputation d'Élise, mais aussi fragiliser sa propre position de PDG que certains membres du Conseil, fidèles à la vieille garde de son père, contestaient encore. Le dilemme était terrible. S'il défendait publiquement Élise, il confirmerait les rumeurs d'un traitement de faveur et donnerait du grain à moudre à ses opposants. Son silence, en revanche, l'abandonnait à la meute. Le PDG en lui savait qu'il devait étouffer l'affaire en gardant ses distances, en laissant la rumeur mourir d'elle-même. C'était la décision la plus logique, la plus stratégique. C'était ce que son père aurait fait. Mais l'homme qui s'était assis au coin du feu, celui qui avait entendu Élise parler de poètes qui construisent, ne pouvait se résoudre à cette lâcheté. Il se sentait piégé. Pour la première fois de sa vie, la décision froide et calculée était en conflit direct avec ce que son cœur, un organe qu'il avait longtemps ignoré, lui dictait de faire. Lors d'une réunion générale sur l'avancement du projet Azuréa, le malaise atteignit son paroxysme. Théo, soucieux de montrer une neutralité parfaite, évita soigneusement de croiser le regard d'Élise. Il traita ses interventions avec la même distance professionnelle que celle des autres. Mais ce silence, cette froideur délibérée, fut pour Élise la pire des trahisons. Elle ne s'attendait pas à une déclaration publique, mais elle espérait un signe, un regard, n'importe quoi qui lui aurait montré qu'il était encore l'homme de l'auberge. Au lieu de cela, elle ne vit que le masque impénétrable du PDG de Dufresne & Co. Elle comprit à cet instant. Il avait choisi. Il avait choisi son empire, sa forteresse. Il avait choisi de refermer la porte qu'elle avait cru voir s'entr'ouvrir. Et cette réalisation la blessa plus profondément que tous les murmures venimeux de la tour réunie.
Le roi était retourné dans sa tour d'ivoire et l'avait laissé seul, dehors, face à la tempête. La réunion fut le point de rupture pour Élise. Ce n'était pas la cruauté de Chloé, ni le venin des rumeurs qui la brisaient, mais le silence assourdissant de Théo. Ce silence était une négation de tout ce qui s'était passé entre eux. La conversation au sous-sol, les confessions près du feu, le sentiment naissant d'une reconnaissance mutuelle. En refusant de la regarder, en la traitant comme une employée anonyme, il avait effacé leur histoire naissante d'un trait de plume. Il l'avait réduite à une simple rumeur, un problème à gérer, et non une personne. Ce soir-là, elle ne rentra pas directement à Belleville. Elle marcha longtemps le long des quais de la Seine, laissant le vent froid de novembre fouetter son visage. Le faste des monuments parisiens illuminés lui semblait obscène, une façade brillante, cachant un monde de calculs et de faux semblants. Elle avait été si naïve. Elle avait cru voir une lueur d'humanité chez Théo. Elle avait cru qu'il partageait quelque chose de rare et d'authentique. Mais elle n'avait été qu'une parenthèse, une curiosité passagère dans sa vie réglée et solitaire. Il l'avait peut-être appréciée, admirée même, mais pas au point de risquer le moindre éclat sur l'armure de son empire. Une immense tristesse l'envahit, suivie d'une colère froide et déterminée. Colère contre elle-même, pour s'être laissée attendrir. Colère contre ce monde qui broyait tout ce qui n'entrait pas dans ses codes. Mais surtout, elle ressentit une immense déception. L'homme qu'elle avait entrevu, le poète, n'était qu'un fantôme. Le PDG l'avait englouti. De retour dans son petit appartement, l'atmosphère chaleureuse et familière ne parvint pas à la réconforter. Cet endroit, qui avait toujours été son refuge, lui semblait soudain trop petit. Elle se sentait à l'étroit, non pas dans son logement, mais dans la peau de la jeune fille timide qui acceptait de se faire marcher sur les pieds. Les regards méprisants, les mots blessants, et par-dessus tout, le silence de Théo. Tout cela avait cristallisé en elle une nouvelle résolution. Elle ne se laisserait plus jamais diminuer, ni par les préjugés des autres, ni par le pouvoir d'un homme. Elle valait mieux que ça. Son travail, ses idées, ses convictions valaient mieux que ça. Elle s'assit à son bureau, le même où elle avait lu avec tant d'excitation sa lettre d'acceptation de stage, et ouvrit son ordinateur. Les mots vinrent d'eux-mêmes, clairs et fermes, sans l'ombre d'une hésitation. Elle n'écrivit pas une lettre de démission dictée par l'émotion. C'était une demande de fin de stage anticipée, formulée en termes professionnels et irréprochables. Monsieur Beaumont, Madame Dubois, je vous écris pour vous informer de ma décision de mettre un terme à ma période de stage chez Dufresne & Co. à compter de la fin de cette semaine. Je vous remercie de l'opportunité qui m'a été offerte et de l'expérience que j'ai pu acquérir au sein de votre entreprise. Je vous prie de croire, Monsieur Beaumont, Madame Dubois, en l'assurance de mes salutations distinguées, Élise Moreau. C'était court, formel et terriblement définitif. Elle l'envoya sans relire, avant que le doute n'ait le temps de s'installer. Un sentiment de soulagement immédiat la submergea. C'était sa propre décision, son propre acte de reprise de contrôle. Elle ne fuyait pas, elle choisissait une autre voie. Le lendemain matin, sa demande créa une petite onde de choc au service des ressources humaines et dans son département. Pour la plupart, c'était la confirmation attendue. La petite intrigante, prise dans le tourbillon qu'elle avait elle-même créé, préférait prendre la fuite. Chloé afficha un sourire triomphant toute la journée. Le mail remonta inévitablement jusqu'à Antoine, qui alla le déposer, imprimé sur une feuille de papier, sur le bureau de Théo. « Elle a demandé la fin de son stage », dit-il simplement sans commentaire. Théo fixa la feuille, lisant et relisant les quelques lignes. Chaque mot, poli et impersonnel, était comme un coup de poignard. Il n'y avait pas de reproche, pas d'émotion. C'était pire. C'était un constat d'échec. Son silence, sa prudence calculée, n'avaient pas protégé Élise. Il l'avait chassée. Il l'avait déçue, au point qu'elle préférait renoncer à cette opportunité unique, plutôt que de rester un jour de plus dans cet environnement toxique qu'il avait laissé prospérer. Un sentiment de perte, aigu et inattendu, le saisit à la gorge. Il se remémora ces mots dans la pénombre de l'auberge. «
J'ai passé des années à construire des murs. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment on ouvre la porte. » Elle lui avait répondu que quelqu'un pouvait frapper à cette porte. Elle avait frappé. Doucement, sincèrement. Et lui, par peur, par stratégie, il l'avait laissée fermer, choisissant le confort glacé de sa solitude plutôt que le risque de la laisser entrer. L'impulsion de l'appeler et de descendre au 42e étage, de la retenir, lui traversa l'esprit. Mais que lui dirait-il? Qu'il était désolé? Que tout était un malentendu? C'était trop peu, trop tard. Les mots ne suffiraient pas à réparer le tort que son inaction avait causé. Le PDG, en lui, savait aussi qu'une telle démarche serait une catastrophe sur le plan professionnel, une confirmation éclatante de toutes les rumeurs. Alors, il ne fit rien. Il resta assis dans son immense bureau panoramique, la lettre à la main, tandis que Paris s'illuminait à ses pieds. Il regarda son reflet dans la baie vitrée, l'homme le plus puissant de l'immobilier parisien, solitaire et maître de son empire. Il avait gagné. Il avait préservé son image, évité la crise. Il avait agi en Dufresne. Mais à cet instant, il se sentit plus pauvre et plus seul que jamais. Le dernier jour, Élise fit ses adieux avec une dignité tranquille. Elle vida son bureau, rangea ses affaires dans un carton. Elle remercia M. Beaumont pour sa confiance. Elle ignora le sourire narquois de Chloé. Avant de partir, elle laissa sur le coin de son ancien bureau une dernière note, à l'attention de l'équipe du projet Azuréa. C'était un résumé de ses idées sur les chemins de la rencontre, complété par de nouvelles esquisses et des références à des projets similaires réussis à l'étranger. C'était sa façon de dire que même si elle partait, ses convictions restaient. Elle quitta la tour Dufresne sans un regard en arrière. En franchissant les portes monumentales du hall, elle prit une grande inspiration, comme si elle sortait d'une longue apnée. L'air de la ville lui parut plus frais, plus léger. Elle était libre, blessée, mais libre, et déterminée à ne plus jamais laisser personne éteindre la flamme qui l'animait. Les mois qui suivirent le départ d'Élise furent pour Théo d'une vacuité oppressante. Extérieurement, rien n'avait changé. Dufresne & Co continuait de prospérer, les projets avançaient, les contrats étaient signés. Mais un rouage essentiel de sa motivation s'était grippé. Le matin, en enfilant son costume impeccable, il avait l'impression de revêtir une armure trop lourde. Le panorama, depuis son bureau, autrefois symbole de sa réussite, lui semblait désormais n'être qu'une vitre le séparant de la vraie vie. Les rumeurs concernant Élise s'étaient éteintes aussi vite qu'elles étaient apparues. Son départ avait signé la fin de l'histoire, la victoire, par forfait. Valérie Lemoine, sa rivale au conseil, affichait un air satisfait, et Chloé avait rapidement pris la place d'Élise dans les discussions de projet, s'appropriant certaines de ses idées en les vidant de leur substance pour les rendre plus commerciales. Théo laissait faire, l'esprit ailleurs. Chaque détail dans l'entreprise lui rappelait Élise. Un carnet posé sur une table, une conversation sur l'architecture durable, le nom même du projet Azuréa. Un jour, en passant par l'étage 42, il vit le mémo qu'elle avait laissé sur son bureau avant de partir. Monsieur Beaumont l'avait négligemment épinglé sur un tableau de liège, parmi des dizaines d'autres notes. Théo s'arrêta et le décrocha. Il le lut puis le relut dans le silence de son bureau. Ce n'était pas seulement une proposition technique, c'était un manifeste, une vision passionnée et intelligente de ce que l'architecture pouvait et devait être. Une vision qui faisait écho à tout ce qu'il avait lui-même oublié, ou qu'il s'était forcé d'oublier. Cette feuille de papier contenait plus de vérité et d'intégrité que tous les rapports financiers empilés sur son bureau. Ce fut le déclic. Une lente mais profonde métamorphose commença à s'opérer en lui. Il était fatigué de ce monde superficiel, fatigué de jouer un rôle qui n'était plus le sien. Élise n'avait pas seulement éveillé des sentiments en lui, elle avait réveillé sa conscience. Elle lui avait montré, par son courage et sa dignité, la vacuité de sa propre existence dorée. Son départ n'était pas une défaite pour elle, mais pour lui. Elle était partie fidèle à elle-même, tandis que lui était resté, prisonnier de l'héritage de son père. La première manifestation de ce changement eut lieu lors de la réunion décisive sur le projet Azuréa. L'équipe de conception,
influencé par Chloé et les directeurs les plus conservateurs, présenta une version finale luxueuse, froide et exactement conforme à la ligne habituelle de la firme. Le concept des chemins de la rencontre avait été réduit à un simple sentier décoratif entre les villas, un alibi écologique. Théo écouta toute la présentation sans dire un mot. Puis, quand tout le monde attendait son approbation, il se leva. « Ce n'est pas ce que nous allons construire », dit-il d'une voix calme, mais sans appel. Un silence de stupéfaction tomba sur la salle. Il posa le mémo d'Élise sur la table. « Voilà le projet que nous allons construire. Nous allons repartir de cette vision. Je ne veux pas d'un ghetto pour riches qui tourne le dos à la région. Je veux un projet qui dialogue avec son environnement. Un projet avec une âme. Nous allons restaurer le muret, planter le verger, créer des espaces où les gens pourront se rencontrer. Nous allons même aller plus loin. Je veux que nous étudions la possibilité d'intégrer une petite section de logement à prix modéré, en partenariat avec la mairie locale, pour favoriser la mixité sociale. » Les réactions allèrent de l'incrédulité au scandale feutré. Parler de mixité sociale dans un projet Dufresne & Co était une hérésie, une trahison de la marque. « Mais Théo, c'est un suicide commercial. Notre clientèle, » commença le directeur financier, « notre clientèle changera, » le coupa Théo. « Ou alors nous trouverons une nouvelle clientèle. Une clientèle qui cherche plus qu'un statut social, un lieu de vie. C'est ma décision. Le projet est entièrement remanié à partir d'aujourd'hui. Ceux que cette nouvelle direction n'intéresse pas sont libres de se consacrer à d'autres dossiers. » Son autorité était absolue. La rébellion était née, et elle portait le nom d'Élise Moreau. Dans les semaines qui suivirent, Théo s'investit corps et âme dans la refonte du projet d'Annecy. Il ne le supervisait plus de sa tour d'ivoire. Il descendait dans l'arène, participait aux réunions de conception, argumentait, dessinait. Il était redevenu l'architecte qu'il n'avait jamais eu le droit d'être. Ses équipes, d'abord déconcertées, finirent par être gagnées par son énergie nouvelle et la noblesse de la vision qu'il portait. C'était plus stimulant que de concevoir un énième clone de luxe. Pendant ce temps, Élise tentait de se reconstruire. Elle avait repris ses études avec une ferveur renouvelée. L'expérience chez Dufresne & Co, bien que douloureuse, lui avait donné une confiance en elle inébranlable. Elle savait désormais ce qu'elle valait. Elle s'investit dans des projets universitaires à vocation sociale, collaborant avec des associations de quartier à Belleville pour réaménager des espaces publics délaissés. Avec d'anciens camarades de fac, elle monta un petit collectif. Leur premier projet fut d'organiser un atelier communautaire pour construire du mobilier urbain participatif, bancs, jardinières, aires de jeu, pour un petit square abandonné au cœur de leur quartier. Elle ne pensait plus à Théo, ou du moins, elle essayait. Parfois, son nom apparaissait dans la presse économique, et elle tournait la page rapidement. Elle ne voulait plus rien savoir de ce monde qui l'avait rejeté. Elle avait trouvé son propre chemin, loin des projecteurs, un chemin fait de briques, de bois et de sourires d'enfants jouant sur un banc qu'elle avait aidé à construire. Le chantier d'Annecy devint pour Théo bien plus qu'un projet immobilier. C'était le chantier de sa propre rédemption. Chaque décision prise en accord avec la vision d'Élise était une façon de réparer le tort qu'il lui avait causé, un pas de plus loin de l'ombre de son père. Il changeait les plans de l'entreprise, mais en réalité, il reconstruisait les fondations de sa propre vie. Il savait que remanier un projet ne suffisait pas. Il devait faire plus. Il devait la retrouver. Pas pour lui offrir un poste ou s'excuser platement, mais pour lui montrer, par des actes, qu'elle l'avait changé. Pour lui prouver que le poète n'était pas mort. Et l'idée de ce moment, la peur qu'elle le rejette, était bien plus terrifiante que n'importe quelle bataille au conseil d'administration. Le square de Belleville, autrefois un carré de bitume craquelé et de pelouse jaunie, avait repris vie. Des jardinières colorées, construites avec des palettes de récupération, débordèrent de fleurs et d'herbes aromatiques. Un grand banc sinueux, fait de lattes de bois clair, invitait à la conversation. Au centre, une petite aire de jeu peinte de couleurs vives résonnait des rires des enfants. C'était un projet modeste, réalisé avec peu de moyens,
mais une immense dose de bonne volonté et d'huile de coude. Et c'était la plus grande fierté d'Élise. Ce samedi matin-là, l'ambiance était particulièrement festive. Le collectif d'Élise organisait un atelier de plantation ouvert à tous les habitants du quartier. Les familles étaient venues en nombre, les enfants pataugeant joyeusement dans la terre, les parents échangeant des conseils de jardinage. Élise, en jean et t-shirt, les mains couvertes de terreau, allait d'un groupe à l'autre, expliquant comment planter des bulbes de tulipes, le sourire aux lèvres. C'était ici son royaume, un monde à l'échelle humaine, tangible, où chaque geste avait un impact direct et visible. Elle se sentait en paix. La douleur de son passage chez Dufresne & Co. s'était estompée, transformée en une force tranquille. Elle ne cherchait plus à s'intégrer dans un monde qui n'était pas le sien. Elle construisait le sien à sa mesure. Elle n'avait jamais été aussi heureuse. C'est au milieu de ce chaos joyeux qu'une voiture noire, d'une élégance sobre mais manifestement hors de prix, se gara au coin de la rue. La portière s'ouvrit et Théo Dufresne en descendit. Il n'était pas en costume. Il portait un simple jean, des chaussures de marche et un pull en cachemire de couleur neutre. Mais même dans cette tenue décontractée, il détonnait complètement dans le décor populaire et animé de Belleville. Il semblait être un personnage d'un autre film, entré par erreur sur le mauvais plateau de tournage. Il resta un moment sur le trottoir, observant la scène avec une sorte d'appréhension. Il voyait Élise au milieu des enfants, le visage radieux, animé d'une énergie qu'il ne lui avait jamais vue dans les couloirs aseptisés de la tour. Elle était dans son élément. Lumineuse, il sentit son courage l'abandonner. Qu'était-il venu faire ici? Gâcher sa paix? Lui rappeler un souvenir douloureux? Lui, le symbole de ce monde qu'elle avait fui. Il prit une profonde inspiration et traversa la rue. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Le contraste était trop saisissant. Les conversations baissèrent d'un ton, les regards se firent curieux. Qui était cet homme à l'allure de millionnaire qui venait de débarquer à leur petite fête de quartier? Élise le vit à son tour. Son cœur manqua un battement. Son sourire se figea. Le terreau qu'elle tenait dans sa main sembla soudain très lourd. Toutes les émotions qu'elle avait cru enterrer refirent surface en une vague violente. La blessure, la colère, la déception et, malgré elle, un reste de ce trouble qu'il avait toujours provoqué en elle. Ses anciens camarades de fac, qui le reconnurent d'après les photos dans les magazines, se regroupèrent instinctivement autour d'elle, formant un rempart protecteur. Théo s'arrêta à quelques mètres, sentant l'hostilité silencieuse. Il ne chercha pas à s'approcher davantage. Ses yeux bleus, d'habitude si froids et assurés, étaient empreints d'une vulnérabilité qu'Élise ne lui connaissait pas. « Élise » dit-il simplement, sa voix se perdant presque dans le bruit ambiant. Elle se redressa, essuya ses mains sur son jean. Son visage était fermé, ses yeux noisettes la fixaient sans ciller, exigeant une explication. « Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Dufresne ?» demanda-t-elle, utilisant délibérément le titre formel. C'était sa façon de rétablir la distance, de lui signifier que le temps de l'intimité était révolu. La question était directe, sans concession. Théo déglutit. « Je suis venu vous voir ce que vous faisiez. » Son regard balaya le square, transformé. « C'est formidable, ce que vous avez accompli ici. C'est exactement de cela que vous parliez, l'architecture qui crée du lien. » Son compliment, qu'il voulait sincère, sonna faux aux oreilles d'Élise. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, » rétorqua-t-elle, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Ce n'est pas un projet à 50 millions d'euros. Il n'y a pas de retour sur investissement ici. Juste des gens que votre monde ignore. » Chaque mot était une flèche. Théo accusa le coup sans se défendre. Il le méritait. « Vous avez raison, » admit-il humblement. « J'ai passé ma vie à ignorer l'essentiel. C'est vous qui me l'avez rappelé. » Il fit un pas en avant. Ses amis seraient dire « J'ai tout changé, Élise. Le projet d'Annecy. J'ai repris votre vision, toute votre vision. Les chemins, le verger, la mixité sociale. C'est devenu l'âme du projet. J'ai essayé de construire ce que vous auriez construit. » Élise le regarda sceptique. Elle ne savait que croire. Était-ce une nouvelle manœuvre? Une façon de la récupérer maintenant que ses idées s'avéraient utiles?
Et pourquoi vous me dites ça maintenant? Pour me proposer de revenir, de récupérer mon badge de stagiaire? Son ton était chargé de sarcasme. Non, dit-il fermement. Son regard plongea dans le sien, et cette fois, il n'y avait plus de masque. Il n'y avait que la vérité, brute et désarmante. Je ne suis pas là pour vous offrir un travail. Je suis là pour vous dire que vous aviez raison sur tout, sur l'architecture et sur moi. J'ai été un lâche, j'ai eu peur des rumeurs, peur du conseil, peur de ce que vous réveilliez en moi. J'ai construit ma vie comme une forteresse pour ne jamais être blessé. Et en faisant ça, je vous ai blessé, profondément. Je n'ai aucune excuse, seulement un regret infini. Mon silence, ce jour-là, c'est la chose la plus stupide et la plus lâche que j'ai jamais faite. Sa confession, prononcée là, au milieu du square, devant ses amis et les habitants du quartier, la laissa sans voix. C'était bien plus que des excuses. C'était un acte de contrition publique. Il avait quitté sa tour, traversé Paris, et était venu se mettre à nu devant elle, dans son monde, selon ses règles. Il n'était plus le PDG tout-puissant, il n'était qu'un homme avouant ses erreurs. La colère d'Élise commença à s'effriter, remplacée par un trouble profond. Elle vit dans ses yeux, non pas le manipulateur qu'elle avait craint, mais l'homme du coin du feu, celui dont les rêves avaient été étouffés, celui qui, peut-être, essayait enfin de se libérer. Une petite fille, qui avait tout observé avec une curiosité d'enfant, s'approcha de Théo et lui tendit un bulbe de tulipe. « Tu veux planter une fleur avec nous, monsieur ?» demanda-t-elle avec une innocence désarmante. Théo la regarda, puis leva les yeux vers Élise. Un monde de questions passa dans ce regard. La décision revenait à Élise. Allait-elle le chasser ou allait-elle lui permettre de faire ce premier pas symbolique, de mettre les mains dans la terre, littéralement, et de commencer à construire quelque chose de nouveau? Le temps sembla suspendu dans le petit square de Belleville. Tous les regards étaient tournés vers Élise, attendant sa réponse. La question de la petite fille, si simple et si pure, avait brisé la tension, ramenant le conflit à son essence la plus élémentaire, le refus ou l'accueil, chasser cet homme ou lui tendre la main, le passé ou l'avenir. Élise regarda le bulbe de tulipe dans la main de l'enfant, puis le visage de Théo. Il n'attendait rien, n'exigeait rien. Son regard disait simplement « Je comprends, quelle que soit ta décision, je la respecterai ». Et c'est cette absence totale de pression, cette humilité nouvelle qui finit de désarmer Élise. Elle esquissa un très léger hochement de tête, presque imperceptible, un signal, une permission. Puis, se tournant vers la petite fille, elle lui dit avec une voix douce qui tremblait à peine « Bien sûr qu'il veut, Chloé. Montre-lui où il y a de la place. » Ce fut comme un barrage qui cède. Un murmure de soulagement parcourut le petit groupe d'amis. La petite fille, ravie, prit la grande main de Théo et le tira vers une jardinière à moitié vide. Sous le regard médusé des habitants du quartier, le grand PDG Théo Dufresne, l'un des hommes les plus puissants de Paris, s'agenouilla dans la terre. Avec une maladresse touchante, il imita les gestes que l'enfant lui montrait, creusant un petit trou de ses doigts, y déposant délicatement le bulbe, puis le recouvrant de terreau. Ses mains, habituées à signer des contrats de plusieurs millions d'euros, se salirent, et dans ce geste si simple, si fondamental, il semblait retrouver une part de lui-même qu'il avait perdue depuis longtemps. Élise l'observa à distance, le cœur battant la chamade. Ses amis vinrent la rejoindre, posant des mains réconfortantes sur ses épaules. Ils ne dirent rien, mais leur soutien était total. Ils comprenaient qu'il se jouait là quelque chose de bien plus important qu'une simple histoire de cœur. C'était la rencontre de deux mondes que tout opposait, la possible réconciliation de deux visions de la vie. L'atelier de plantation se poursuivit, mais avec une dynamique nouvelle. Théo, après son premier bulbe, ne s'arrêta pas. Il continua à travailler, silencieusement, méthodiquement, s'intégrant au groupe, avec une discrétion qui força le respect. Les habitants, d'abord méfiants, se détendirent. Ils le voyaient non plus comme un intrus, mais comme quelqu'un qui était venu prêter main forte. Un père de famille lui montra comment tutorer un plant de tomates. Une vieille dame lui offrit un verre de citronnade maison.
Il accepta tout avec une gratitude sincère et non feinte. Pour la première fois depuis des années, Théo ne se sentait plus observé pour ce qu'il représentait, mais simplement accepté pour ce qu'il faisait. Il n'était pas le PDG, ni le milliardaire. Il était le monsieur qui aide à planter des fleurs, et cet anonymat, cette simplicité, était une bouffée d'oxygène pur. Quand l'atelier prit fin et que les familles commencèrent à rentrer chez elles, le soleil commençait déjà à décliner, jetant une lumière dorée sur le square. Élise et ses amis rangeaient les outils. Théo, les mains et le jean maculé de terre, s'approcha d'elle. Le silence entre eux n'était plus hostile, mais empli d'une curiosité prudente. « Je dois y aller, dit-il simplement. »« D'accord, répondit Élise. Il y avait tant de choses à dire, et en même temps, les mots semblaient superflus après les gestes de l'après-midi. « J'aimerais vous montrer les nouveaux plans d'Annecy, dit Théo, avec une hésitation qui trahissait sa nervosité. Pas au bureau, ailleurs, quand vous voulez. Je veux juste que vous les voyiez, pour savoir si je suis sur la bonne voie. » Ce n'était pas une invitation à un rendez-vous galant. C'était une demande de validation professionnelle, presque une supplique d'élève à son maître. Il ne cherchait pas son pardon, mais son expertise, sa caution morale. Il reconnaissait sa supériorité, non pas en termes de statut, mais en termes de vision et d'intégrité. Élise réfléchit un instant. Une partie d'elle avait encore peur d'être blessée à nouveau. Mais en le regardant, elle ne voyait plus l'homme froid et inaccessible de la tour. Elle voyait un homme qui avait eu le courage de démolir ses propres murs, un homme qui essayait de bâtir de nouvelles fondations pour sa vie, plus honnête et plus solide. « D'accord, dit-elle finalement. Il y a un petit café pas loin d'ici, le temps des cerises. C'est calme. On pourra en discuter là-bas. Mardi prochain, après mes cours, vers 18h. Un immense soulagement se peignit sur le visage de Théo. C'était bien plus qu'une acceptation. C'était une porte qui s'entr'ouvrait. Mardi, 18h. J'y serai, dit-il, un véritable sourire éclairant son visage pour la première fois. Il regagna sa voiture et Élise le regarda s'éloigner. La peur était toujours là, mais elle était désormais éclipsée par autre chose. Une lueur d'espoir. L'espoir que les gens pouvaient changer. L'espoir que deux mondes, aussi différents que les leurs, pouvaient peut-être trouver un terrain d'entente. En regardant les tulipes fraîchement plantées dans le square de Belleville, elle songea que toutes les belles choses prenaient du temps à pousser. Il fallait préparer la terre, semer les graines et patienter. Parfois, les fleurs les plus magnifiques naissaient dans les endroits les plus inattendus, après les hivers les plus rudes. Et pour la première fois depuis des mois, elle sentit en elle la promesse d'un nouveau printemps. Le café, le temps des cerises, était un îlot hors du temps au cœur de Belleville, avec ses chaises en bois dépareillé, ses vieilles affiches de cinéma au mur et l'odeur réconfortante de café moulu et de croissants chauds. C'était tout l'inverse du siège social de Dufresne & Co. C'était un lieu de vie, pas une démonstration de pouvoir. Théo était arrivé avec un quart d'heure d'avance. Assis à une petite table dans le coin le plus tranquille, il se sentait aussi nerveux qu'un étudiant avant un examen décisif. Le rouleau de plan posé sur la chaise à côté de lui semblait contenir tout son avenir. Il commanda un simple café et attendit, observant les allées et venues des habitués, les sourires échangés avec la patronne. Ici, les gens ne se jauchaient pas, ils se reconnaissaient. C'était le monde d'Élise. Un monde qu'il commençait à peine à comprendre et déjà à envier. Quand elle arriva, ponctuelle, elle apporta avec elle une bouffée d'air frais. Elle avait troqué ses vêtements de jardinage pour un pull en laine douce et un jean simple, ses cheveux châtains laissés libres. Elle n'était ni intimidée, ni sur la défensive. Elle était calme, posée, une femme qui connaissait sa propre valeur. « Bonjour Théo », dit-elle en s'asseyant. L'utilisation de son prénom était naturelle, presque amicale. C'était un signe de paix. « Bonjour Élise, merci d'être venue. » Après avoir commandé un thé, un silence confortable s'installa entre eux. Puis, avec une lenteur presque cérémonieuse, Théo prit le rouleau de plan et le déroula sur la table. Ce n'étaient pas des impressions numériques froides et techniques.
C'étaient des esquisses, des aquarelles, des rendus sensibles qui montraient les bâtiments intégrés dans le paysage, baignés par la lumière des différentes heures du jour. Le projet ne s'appelait plus Azuréa. Théo l'avait rebaptisé les coteaux du lac. Il commença à parler, mais sa voix n'était plus celle du PDG qui dicte ses ordres. C'était celle, passionnée, de l'architecte qui défend son rêve. Il lui montra comment les chemins de la rencontre étaient devenus l'artère vitale du projet, connectant non seulement les maisons, mais aussi un petit marché de producteurs locaux, un atelier d'artistes et le fameux verger communautaire. Il lui expliqua le choix des matériaux, bois local, pierre de la région, et la conception des toitures végétalisées pour une isolation naturelle. Enfin, il pointa du doigt une zone du plan, un peu en retrait, mais parfaitement intégrée. Et ça, c'est ce dont je suis le plus fier. Le hameau solidaire, 12 logements à loyer modéré avec leur propre potager. Le conseil a failli s'étouffer quand j'ai présenté l'idée, mais j'ai tenu bon. J'ai argumenté que le vrai luxe aujourd'hui, ce n'est plus l'isolement, c'est la richesse des liens humains. Il leva les yeux vers elle, son exposé terminé. Il était à bout de souffle, comme s'il venait de jouer sa vie. Élise était restée silencieuse, suivant le tracé des plans avec son doigt. Elle était profondément émue. Ce qu'elle voyait dépassait toutes ses espérances. Ce n'était pas seulement son idée, c'était son idée sublimée, portée par des moyens et une ambition qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Il n'avait pas simplement copié sa vision, il l'avait comprise, l'avait faite sienne et l'avait défendue. C'est la bonne voie, Théo, dit-elle, sa voix chargée d'une émotion sincère. C'est plus que bien, c'est juste. Il a fallu un courage immense pour imposer ça. Le soulagement sur le visage de Théo fut si intense qu'il sembla rajeunir de 10 ans. Son approbation était la seule qui comptait vraiment. Le courage, c'est vous qui me l'avez donné, Élise, avoua-t-il. Mais maintenant j'ai un problème. Je ne peux pas construire ce projet sans sa conscience, sans son âme. Et son âme, c'est vous. Élise sentit son cœur s'emballer, ne sachant où il voulait en venir. Je ne vous demande pas de revenir travailler pour moi, se hâta-t-il d'ajouter. Ce serait refaire la même erreur. Je vous demande de travailler avec moi. J'ai obtenu l'accord du conseil pour créer une nouvelle structure au sein du groupe. Un atelier des projets à impact positif. Une entité autonome, avec son propre budget, dédié à l'architecture sociale, durable et solidaire. Je veux que vous en preniez la direction. Vous auriez une liberté totale. Carte blanche pour développer des projets qui ont du sens, pour bâtir un monde meilleur à notre échelle. Ce ne serait plus vous contre mon monde. Ce seraient nos deux mondes qui s'unissent pour en créer un troisième, meilleur. L'offre était vertigineuse. C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé, mais à une échelle qu'elle n'avait jamais cru possible. Quitter ses modestes projets de quartier pour avoir un impact national, voire international. Une hésitation la traversa. Avait-elle les épaules pour ça? N'allait-elle pas se perdre à nouveau dans cette immense machine? Elle regarda Théo. Il n'était plus le roi dans sa tour d'ivoire. Il était l'homme qui avait osé en descendre, qui avait mis les mains dans la terre à ses côtés. Il avait changé, et peut-être qu'ensemble, ils pouvaient vraiment changer les choses. « J'accepte, » dit-elle, et un sourire éclatant illumina son visage. « À une condition. Le premier projet de cet atelier ne sera pas à Annecy. Il sera ici, à Belleville. Il y a un vieil entrepôt désaffecté. On pourrait le transformer en logement pour étudiants et en atelier d'artisans. » Théo sourit à son tour. Un sourire large, sincère, libéré. « C'est la meilleure idée que j'ai entendue de toute l'année. C'est un marché conclu. » Il tendit la main à travers la table, non pas pour la sceller d'une poignée de main formelle, mais pour la poser doucement sur la sienne. Le contact était chaud, rassurant. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence, tout fut dit. L'admiration, le respect, le pardon, et la promesse d'un avenir partagé bâti sur des fondations solides, faites non pas de béton et d'acier, mais d'honnêteté et de valeurs communes. Ils sortirent du café alors que la nuit tombait sur Paris. Les lumières de Belleville s'allumaient, créant une atmosphère vibrante et chaleureuse. Pour la première fois, Théo ne se sentit pas comme un étranger dans ce quartier. Aux côtés d'Élise, il se sentit enfin à sa place.
Ils se mirent à marcher côte à côte dans les rues animées, non plus comme un PDG et une étudiante, mais comme deux architectes, deux partenaires, deux âmes qui venaient de trouver le chantier de leur vie. Un chantier où il faudrait construire des ponts entre deux mondes, bâtir des projets qui abritent les gens, et surtout prendre soin d'un sentiment naissant, aussi précieux et aussi vrai que la pierre la plus noble.